20 h sur la RTS, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le président de l'Union des commerces hôtes du Sénégal, Azali Assoumani, est arrivé cet après-midi à Dakar. L'actuel président de l'Union africaine vient prendre part à la réunion annuelle Grand Challenge 2023, co-présidée par le chef de l'État et la fondation Bill et Melinda Gates. Le journal également, dans cette édition, nous parlait de ce bilan de l'attaque surprise lancée par le Hamas qui s'alourdit. Plus de 600 morts côté israélien et plus d'une centaine de prisonniers aux mains de la branche armée du mouvement palestinien. Du côté des Palestiniens, 370 morts sont notés. L'assaut du Hamas est sans précédent depuis la guerre du Kippour en 1973. Recrudescence de cas de cancer au Sénégal. Dans la rubrique santé de ce dimanche, focus sur les cancers du sang, leucémie, myélome ou lymphomie. Les pathologies dont on parle peu, leur traitement demeure coûteux. Le dépistage précoce offre des chances élevées de guérison. Yaraf Casasport a expliqué GFC, le mercato bat son plein dans le football sénégalais. Un bouillonnement sans précédent sur le marché des transferts, des clubs locaux déboursent jusqu'à 20 millions pour recruter des joueurs de qualité. Tout sur les transferts, les primes de signature et les transactions financières. Bienvenue à tous. Le président Macky Sall s'est rendu cet après-midi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour accueillir son homologue des Comores. Azali Assoumani est à Dakar pour prendre part à la réunion annuelle Grand Challenge 2023 organisée par le chef de l'État, le président Macky Sall et la fondation Bill et Melinda Gates. Morning. L'avion du président Azali Assoumani est arrivé à Dakar à 18h25. Le président de la République, Macky Sall, a réservé à son hôte un accueil chaleureux, accompagné des honneurs militaires. Le président de l'Union des Comores, actuellement président en exercice de l'Union africaine, est à Dakar pour prendre part à la réunion annuelle 2023, Grand Challenge, organisé sous la coprésidence du Sénégal et de la fondation Bill et Melinda Gates. Cette réunion se tient pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Après l'accueil, les deux chefs d'État ont eu un entretien de quelques minutes au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Ensuite, le président Macky Sall a raccompagné son hôte à son lieu de résidence. Le colonel Yahya Diop est le nouveau commandant de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le chef d'état-major général des armées dans la pure tradition militaire, Michel Mindy. C'est peu après 10 heures que le général de corps d'armée Mbaye Cissé est arrivé au commandement de la zone militaire numéro 5. Le chef d'état-major général des armées a sacrifié à la tradition des honneurs, hymne national puis revue des troupes avant d'installer le nouveau commandant de la zone. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Yahya Diop, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. L'ensemble à mon commandement. Zir.
Il devient ainsi le 30e commandant de zone à Ziguinchor en remplacement du colonel Tchernondour. Le colonel Yahya Diop a désormais sous ses ordres 5 formations. Le 5e bataillon d'infanterie, le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, la 3e compagnie des travaux du génie, le centre d'entraînement tactique numéro 5 et la base navale secondaire de Lenkin. Il exprime sa reconnaissance à l'endroit des autorités et s'incline devant la mémoire des disparus. Ce devoir de mémoire également s'étend à tous ceux qui ont combattu pour la paix en Casamance. Je rends un hommage appuyé à mes prédécesseurs pour leur dévouement et leur engagement qui ont permis de soutenir la marche résolue vers la stabilité de cette zone. Le nouveau commandant est un doctorant en mathématiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a gravi les échelons des écoles de formation militaire du pays. De ses stages aux États-Unis, il revient avec des diplômes de master en arts et sciences et en études stratégiques. Instructeur des techniques commando, il a occupé plusieurs postes de chef de corps à commandant de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Le colonel Diop a dirigé des compagnies commando en RDC, au Soudan et en Gambie avec la Task Force Bravo pour établir la démocratie. Et pour réussir sa mission, il compte sur la collaboration de toutes les forces de défense et de sécurité de la région. Pour remplir ma mission, je sais pouvoir compter sur l'engagement indéfectible de tous les militaires placés sous mon commandement, la collaboration franche des autres forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, des autorités religieuses et coutumières, de tous les partenaires et surtout des populations qui constituent la principale raison pour laquelle nous nous battons. La cérémonie a été clôturée par une simulation d'exfiltration d'un blessé de guerre par les commandos, suivie d'une parade des différentes sections de la zone 5. Opération de sécurisation du territoire national, l'armée se déploie dans le Ferlo, des manœuvres militaires conjointes terre-air-mer. Une vaste patrouille mixte dans le plus grand département du Sénégal pour parer à toute éventualité. Ibrahima Pabiké. À bord de cet appareil militaire, destination le cœur du Ferlo. Sous la supervision de leur chef, ces éléments de l'armée nationale sont en pleine mission de sécurisation du territoire. En un temps record, l'appareil est déjà en zone d'opération et chacun doit se tenir prêt pour investir rapidement cette vaste partie du Fouta. Globalement, l'opération consiste à déployer des unités extérieures à la zone pour renforcer les formations zonales dans le cadre de la sécurisation des points ou bien des endroits qui sont très difficiles d'accès, surtout en cette période de saison des pluies. Et c'est une opération interarmée avec des composantes terrestres, des composantes aériennes, mais aussi des composantes maritimes. Dans cet exercice, les premiers éléments déployés sur les lieux ont un rôle grandeur nature. Ils doivent d'abord sécuriser le périmètre pour faciliter l'arrivée des autres unités. Nous sommes insérés ici par héliportage. Donc nous sommes le premier jet. On est en train de sécuriser la zone où l'hélicoptère doit se poser en attendant l'arrivée de l'autre jet. Cette opération de sécurisation lancée dans cette partie du Fouta est une manière de mesurer le degré de coordination des différentes unités, notamment en zone de conflit. Le bilan à mi-parcours de cette opération est jugé satisfaisant. Pour ce qui concerne les opérations terrestres, donc 2 unités, donc une unité venant de l'extérieur et une unité de la zone, sont en train de faire des normalisations dans la zone comprise entre le Ferlo Nord et le Ferlo Sud. Pour compléter l'action de ces forces terrestres, il y a des unités spéciales qui sont insérées dans la profondeur. Ça veut dire des zones qui sont vraiment très difficiles d'accès par héliportage.
Les habitants du Ferlo ont exprimé leur fierté à l'endroit de l'armée nationale, mais leur collaboration est toujours sollicitée pour relever les différents défis. Mais aussi, c'est l'occasion aussi de demander aux populations de veiller, donc d'être le premier rideau de renseignement pour s'il y a des choses qu'ils puissent informer l'autorité. Des patrouilles fluviales sont aussi en cours entre Matam et Dembankane. Objectif, avoir dans le viseur tout ce qui entre en territoire sénégalais. L'Afghanistan a été frappé ce dimanche par un violent séisme. Le bilan officiel fait état de plus de 2000 personnes tuées dans l'ouest du pays. Un séisme qui a été suivi par 8 fortes répliques. 8 fortes répliques. L'Organisation mondiale de la santé avertit que le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Des personnes sont encore ensevelies sous les gravats. Près de 10 000 blessés ont été enregistrés. Plus de 1000 maisons sont détruites ou endommagées. Et puis ce dimanche, toujours les combats se sont poursuivis entre les forces du Hamas et l'armée israélienne. Le bilan de l'attaque surprise lancée par la branche armée du mouvement palestinien samedi a fait plus de 600 morts côté israélien. Plus de 100 prisonniers sont aux mains du Hamas. Sidna Lunfal. Ce dimanche, au lendemain de l'assaut du Hamas, Israël a multiplié les frappes aériennes sur la bande de Gaza. Selon un dernier bilan, l'attaque du Hamas a fait plus de 600 morts côté israélien. Le gouvernement a précisé qu'il y a plus de 100 prisonniers aux mains du Hamas. À Gaza, on dénombre plus de 370 morts. Le 7 octobre, date que le Hamas a choisi pour passer à l'attaque contre l'État hébreu, n'est pas fortuite. Elle survient 50 ans quasiment jour pour jour après le déclenchement de la guerre d'octobre, appelée guerre de Kippour en Israël. Cet assaut d'une ampleur sans précédent lancé par le Hamas samedi 7 octobre contre des cibles civiles et militaires ambitionne de rebattre les cartes du conflit israélo-palestinien de la même façon que l'offensive lancée par le président égyptien Al-Sadat le 7 octobre 1973 avait bouleversé le rapport de force israélo-arabe. Ce dimanche, les combats se sont poursuivis. L'armée israélienne a dit avoir repris le contrôle de la plupart des points d'infiltration par lesquels des centaines de soldats du Hamas avaient pénétré la veille dans l'État hébreu. Israël se prépare à une action militaire d'envergure contre Gaza. Les évacuations s'accélèrent aux abords de l'enclave. L'attaque du Hamas contre Israël est inédite. Le mouvement palestinien a-t-il bénéficié d'une main étrangère? Quelles seront les conséquences? Le professeur Babacar Samb, enseignant-chercheur à l'UCAD et ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, a répondu à ces questions au micro de Sidna Lunfal. Cette attaque a surpris tout le monde, a surpris vraiment Israël même, qui a une faille sécuritaire insoupçonnable, et que l'envergure de l'attaque et la coordination de l'attaque, c'est une chose à étudier, parce que personne ne pouvait penser que Hamas avait la capacité de faire une attaque de telle envergure. Cette attaque, c'est sans précédent. Et que comment, techniquement et sécuritairement, Israël a failli pour ne pas pouvoir déceler telle initiative, d'autant plus que la Mossad, c'est l'un des services secrets les plus performants du monde. Donc c'était une surprise totale. Est-ce qu'il y a main étrangère? Ce n'est pas confirmé. Mais on peut penser qu'effectivement que Hamas bénéficie d'un soutien matériel et d'un soutien financier et même peut-être militaire, ce n'est pas confirmé, de certains pays qu'on soupçonne comme l'Iran, comme aussi au niveau du Liban, il y a le Hezbollah qu'on connaît dans le sud du Liban. Mais il faut reconnaître que les Palestiniens, de manière générale, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de... C'est eux qui sont les grands techniciens dans le monde arabe, partout, en Égypte, dans les pays du Golfe. Donc c'est un peuple
qui est très instruit et qui a les cadres dans tous les domaines. Les conséquences, c'est véritablement remettre sur les rails ce qu'on pourrait dire véritablement une négociation de paix avec l'implication de toute la communauté internationale. Il ne suffit pas de défendre Hamas, il a le droit de défendre son territoire. Il ne suffit pas de dire qu'Israël est attaqué, il doit riposter. C'est ce qu'a dit les États-Unis, ce qu'a dit également l'Union européenne. Et je pense que depuis que le président Trump était au pouvoir jusqu'à maintenant, il n'y a aucune initiative, que ce soit relancer des négociations pour la paix du côté de l'Union européenne ou du côté des États-Unis ou même des pays arabes. Ce qui veut dire que les conséquences également, c'est que l'Égypte sera indexée par Israël. Parce que le Hamas n'a aucun autre passage que ce qu'on appelle le pont de Rifa qui donne sur l'Égypte et qui donne vers le Sinaï. Et comment Hamas a réussi cette opération? Peut-être qu'il y a une main étrangère et que l'Égypte a signé des accords de paix et de coexistence pacifique avec Israël. Donc, l'Égypte ne peut pas être véritablement l'élément moteur. Donc, mais Israël, quand même, va pouvoir peut-être revoir ses relations. Mais je pense que ce qui a été véritablement le déclencheur, c'est que c'est la normalisation d'Israël avec ce qu'on appelle les accords d'Abraham, avec les pays du Golfe, sous la bénédiction d'Arabie Saoudite, qui vient d'ailleurs d'ouvrir une ambassade au niveau de la Palestine. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, le Maroc et tous les pays presque du Golfe, à part le Koweït, donc, sont en normalisation avec Israël. Donc, les Palestiniens se sentent abandonnés. Le Hamas, c'est le bras armé. Parce que ce qui s'est passé au mois de juin dernier, ce n'était pas le Hamas, c'était notre groupe islamique, le djihad. Maintenant, djihad et Hamas, si leurs forces sont conjuguées avec leur soutien extérieur, ce qui montre que l'infaillibilité d'Israël est remise en cause aujourd'hui. Présidentielle de février 2024, retour sur le débat autour des candidats à la candidature et le retrait des fiches de parrainage. La matière électorale est régie par les lois et règlements du pays. C'est l'éclairage de Maître Bassirou Ngom, invité de l'émission Point de vue. L'avocat, membre de la Task Force républicaine, apporte des précisions sur la polémique autour du retrait des fiches de parrainage. C'est un débat. Est-ce que la matière électorale, c'est un droit fondamental? Mais à supposer qu'il soit un droit fondamental, est-ce que c'est un droit intangible? Dans tous les cas, au moins, c'est sûr que ce n'est pas un droit intangible parce que c'est un droit qui est encadré par la loi. La matière électorale est encadrée par la loi. Ce n'est pas comme le droit de vie, de mort ou de vie et de mort, etc. C'est totalement différent. C'est la matière électorale qui est encadrée dans tous les pays du monde par les lois et les règlements. Aussi bien le droit pénal que les lois qui existent dans le code électoral. Donc, ce n'est pas un droit intangible. C'est un droit qui est encadré. Et ensuite, il y a une autre exigence, un autre préalable, c'est l'urgence. C'est l'urgence et le caractère intangible du droit fondamental. Aujourd'hui, il est quand même clair, au moins, que ce droit électoral, ce droit de participer à une élection, n'est pas un droit intangible parce qu'il est encadré par les lois et règlements. Donc, dans ce cadre-là, la motivation de la Chambre administrative de la Cour d'appel ne fait l'objet d'aucun doute. Et puis nous parlons de culture avec Baba Maal, 38 ans sur scène, le leader du Dandé Légnol, toujours au top. Le roi du Yéla a revisité hier soir des morceaux phares de sa brillante carrière. Quelques temps forts avec Mamadou Sakine. Près de 4 heures de show au rythme du Yéla. Baba Maal et son groupe le Dandé Légnol ont encore régalé le public.
Lors de la célébration de leurs 38 ans de carrière, l'artiste, chanteur, compositeur est un homme comblé. Je suis content et je remercie Dieu, mais je remercie le public qui est venu vraiment nous accompagner. Je remercie les musiciens qui ont assuré derrière moi. D'autres artistes ont accompagné Baaba Maal, qui a revisité des morceaux phares de son répertoire vieux de près de 40 ans. Les spectateurs ont dansé au rythme des sonorités du Fouta avec Mali Sadio, Jerry Collé, Sukonayo. Ou encore Union Sacrée. J'ai vu que ce public connaissait tout le répertoire parce que quand j'ai entamé Sukonayo, j'ai entendu un ouf de plaisir. Je suis venu vers Demgalam qui était dans le CD de Wango Arti. Le public a encore dit ouf. Donc c'est un répertoire qu'ils connaissent. Et ce qui veut dire que le Blanc de Lignol a beaucoup donné. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses. C'est la première fois. Nous avons assisté à une très belle soirée. Je viens pour la première fois à un concert de Baaba Maal. C'est un artiste qui me plaît beaucoup. Baaba Maal a lancé un message très important. Il faut vraiment préserver la paix et la cohésion nationale. C'est une carrière qui donne inspiration à toute une génération, à toute la jeunesse. Donc c'est la moindre des choses, c'est de venir l'assister. Et nous le souhaitons encore plusieurs anniversaires à venir. Après ce concert au Grand Théâtre, Baaba Maal et le Dandelegnol sont attendus à Mauritanie. En décembre, le groupe sera au Fouta pour le festival des blues du fleuve. Deuxième séance d'écoute de la compilation Brisons les frontières des voix du hip-hop sénégalais et d'autres pays du continent s'élèvent pour chanter l'unité africaine, du son et des paroles pour aller au-delà des vœux pieux. Le reportage de Mariam Biramba. Une voix suave pour un appel à l'unité africaine. Un opus qui a tenu en haleine toute l'assistance durant cette séance d'écoute, organisée par Hip Hop Self Defense Africa. HHSD Africa a fait collaborer 88 jeunes artistes venant de 12 pays d'Afrique autour d'une production musicale de 12 titres intitulés « Brisons les frontières ». L'objectif, c'est de renforcer ou de soutenir l'intégration africaine. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'aujourd'hui, 90 ou 80% en tout cas de la jeunesse africaine écoute le hip-hop, sont dans les cultures urbaines. Comme on dit, chaque génération a droit d'accomplir sa mission ou la trahir. Donc la génération hip-hop doit participer aussi à l'épanouissement de l'Afrique. Cette rencontre de jeunes artistes africains relève des enjeux liés à la promotion et la valorisation de l'intégration des États africains via le secteur de la culture, qui apparaît aujourd'hui comme le catalyseur de nouveaux enjeux liés à la préservation de la démocratie, la création d'emplois pour les jeunes, le développement économique et social. Depuis des décennies, de toute façon, nous rêvons tous de ça, qu'il y ait les États-Unis d'Afrique. Donc, nous aussi, on a jugé nécessaire en tant que jeunes et surtout porteurs de voix, d'apporter aussi quand même notre voix pour sensibiliser au maximum qu'on est tous africains et qu'on doit rester africains et qu'on doit soutenir aussi l'unité africaine. Parce que ça ne se fera pas si juste on se limite sur des théories. Pour la diffusion de cette production musicale, Malal Talla a été désigné par un donneur. Je suis très honoré d'être choisi comme parrain de la deuxième séance d'écoute de la compilation Brisons les frontières de Hip Hop Self Defense, initiée par l'artiste Chaka Babs, qui est un collègue de la même génération de hip-hop. C'est une forme de reconnaissance à mon endroit, c'est une forme de reconnaissance
par rapport au travail peut-être abattu, qu'ils l'ont dit, que je sous-estime même moi-même, parce que pour moi, il faut continuer à travailler. J'apprécie énormément du point de vue artistique la compilation parce qu'il y a une diversité dans les compositions musicales que nous avons écoutées. Il y a une diversité dans le flowing des artistes que nous avons, qui sont de l'Afrique de l'Ouest, qui sont de l'Afrique de l'Est, qui sont de l'Afrique du Nord, mais qui sont également de l'Afrique du Sud. Ainsi, l'album Brisons les frontières va permettre au public de voyager en Afrique à travers le son et le verbe. Un travail qui va être bientôt sanctionné par un festival qui va se dérouler à Dakar et sera retransmis en temps réel à travers toute l'Afrique. Nation, un peuple, soyons solidaires. Santé. Les cancers du sang et du col de l'utérus sont les premiers cancers féminins et les plus mortels. Chiffre à l'appui, le chargé de communication de la LISCA, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, qui est en plein mois de sensibilisation, demande aux femmes de rester vigilantes et de profiter des séances de dépistage. Plus de 7000 décès sont enregistrés par an. Plus de détails avec Omar Diop, qui a été l'un des invités du magazine Dimanche soir. Aujourd'hui, les cancers féminins, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, c'est les deux premiers cancers au Sénégal. Alors, avec une forte mortalité d'ailleurs. C'est pourquoi on pense que la LISCA ne fonctionne que sur ces deux cancers, alors qu'on travaille sur tous les cancers. Vous savez, sur une population de 16 millions d'habitants, 11 000 nouveaux cas par an, 11 000 nouveaux cas par an, avec 7 800 décès. Sur une population de 16 millions d'habitants, c'est assez élevé, c'est assez alarmant. Et les deux premiers cancers, à savoir le col et le sein, sont au premier plan, avec une mortalité vraiment très élevée. L'autopalpation se fait 5 à 13 jours après les règles. La dame doit être en face de son miroir, d'abord regarder ses seins. S'il n'y a pas une déformation du sein. Donc, nous conseillons aux dames quand même qui ont de 40 à 74 ans, tous les 2 ans, en dehors de l'autopalpation, de faire une mammographie. C'est ce qu'on conseille. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que le cancer du sein est plus fréquent dans cette tranche d'âge. On ne connaît pas pour le moment les causes. On vous dit qu'il y a des facteurs de risque. Comme tous les cancers, on ne connaît pas les causes. Il n'y a que pour le cancer du col aujourd'hui qu'on connaît parce que c'est causé par le HPV, le Human Papillomavirus. D'ailleurs, il y a un vaccin. En général, pour le cancer du col, toutes les dames qui ont déjà eu des rapports sexuels où il y a, excusez-moi du terme, à flirter, sont déjà en contact avec ce virus. Mais la chance que nous avons, c'est que les 90% vont éliminer le virus. Le cancer du col de l'utérus ne devrait tuer personne dans ce pays. Parce que vous savez, quand vous êtes en contact avec le virus, ça ne fait pas un cancer du col du jour au lendemain. Recrudescence des cancers, justement, au Sénégal. La situation inquiète les professionnels de santé dans la catégorie des cancers. Les leucémies, les myélomes et les lymphomes, des cancers du sang dont on ne parle pas souvent, dépistés très tôt, les chances de guérison sont élevées. Le traitement est cependant très coûteux. Les malades plaident pour une gratuité de l'ensemble des soins anticancéreux. C'est dans la rubrique santé de ce dimanche avec Fanta Bachi. C'est un véritable problème de santé publique, le cancer. Ces dernières années, on constate une rapide évolution des cas. Les derniers chiffres du Globocan 2020 que nous avons à notre disposition, c'est-à-dire l'Observatoire global du cancer, notaient déjà en 2020 qu'il y avait 17% de prévalence du cancer du col de l'utérus, 16% du cancer du sein, 9% du cancer du foie. Pour les cancers du sang, c'est-à-dire le sang, le système sanguin qui nous concerne directement, c'était aux alentours de 5%. Pour vous dire que c'était une situation alarmante que nous vivons jusqu'à présent, parce que ça n'a pas beaucoup changé entre 2020 et 2023. L'incidence des nouveaux cas de cancer inquiète les professionnels de la santé. C'est une situation qui ne cesse d'inquiéter le monde professionnel médical. Tous les ans, on se rend compte que le nombre augmente de jour en jour, d'autres nouveaux cancers apparaissent. Les anciens cancers qui étaient là
ont repris de plus belle. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que c'est à cause du diagnostic qui est de plus en plus tardif. C'est peut-être lié à un manque d'informations sur lequel il faut qu'on insiste. Et puis, c'est une situation, pour dire en résumé, qu'elle est jusqu'à présent toujours alarmante. Une situation alarmante pour aussi bien le corps médical que les malades. Cette dame se remet d'un cancer du sang qu'elle traite depuis 3 ans. Bon, moi, j'ai le myélome, qui est un type de cancer du sang. Bon, ça m'a vraiment bouleversée parce que je travaillais, j'étais enseignante. Mais depuis 3 ans, je ne peux plus exercer mon métier. Je suis entre l'hôpital et la maison. Et vraiment, ce n'est pas facile. Je quitte chaque jour Bambilor pour venir ici à Dalal Jamm. Pratiquement, chaque semaine, je viens pour suivre mes séances de chimiothérapie. Le myélome, un des cancers du sang, est une maladie de la moelle osseuse peu connue. La pathologie empêche le sang de faire son travail dans l'organisme. J'ai eu des douleurs articulaires, je maigrissais, je ne mangeais pratiquement plus. Tu ne peux plus faire ce que tu pouvais faire. Avant, tu as souvent des douleurs. Ça attaque les articulations, tu as des problèmes de déplacement. Pratiquement, je ne marchais plus. Donc, c'était vraiment difficile. Pour manger seul, tu ne pouvais pas. Il fut un temps où on me donnait même à manger, même à boire. Je ne pouvais rien faire. Le myélome ne peut être guéri totalement, mais un traitement efficace ralentit son évolution. Alhamdoulilah, parce que je peux me déplacer. Avant, je ne pouvais pas. Je peux marcher maintenant, mais avant, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas m'asseoir. Mais maintenant, alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu et la bravoure des médecins, vraiment, on se sent mieux. Vraiment, les médicaments sont très efficaces. À l'instar de tous les traitements du cancer, la prise en charge du myélome est des plus coûteuses. On ne peut pas se déplacer avec les transports en commun. On prend des taxis et c'est très difficile. Par exemple, moi, je paye à l'aller 8 000, au retour 8 000. Et ça, c'est pour chaque semaine. Et le traitement là, ça va durer 8 mois. À part le traitement que j'avais pris avant, maintenant, on m'a dit que le traitement que je dois prendre, ça va durer 8 mois. Et c'est ce que je dois dépenser. Chaque mois, 300 000 francs pour les médicaments. Il y a aussi les intrants, les bilans et le transport. C'est vraiment coûteux. La gratuité des anticancéreux ne concerne pas tous les médicaments. Si on pouvait mieux améliorer la prise en charge de ces cancers, ne pas seulement s'arrêter à ces molécules, mais voir comment améliorer tout ce qui entoure les produits de chimiothérapie qui sont déjà gratuits, mais je veux parler des intrants, des solutés, du transport que le malade doit faire, des bilans biologiques que le malade doit faire qui ne sont pas par ailleurs gratuits. Je me dis que si on pouvait rendre totalement gratuits ces intrants-là, associés à ces molécules qui sont gratuites depuis 2019, associés à une prise en charge globale, pas seulement des cancers gynécologiques, mais de tous les types de cancers, que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, etc., chez la femme, chez l'homme. Également, ce serait fabuleux pour la prise en charge de ces patients qui vivent de véritables drames au sein des familles. Autre difficulté dans le traitement, les effets secondaires de la chimiothérapie. Pratiquement, moi, depuis 3 ans, je n'ai plus de cheveux. Si ça pousse, tu commences les séances et ça chute encore. Mais finalement, je suis habituée à ça. Même si ça pousse aussi, c'est pas bon. Les cheveux sont cassants. Le teint, par exemple, moi, je suis peul. Je suis de teint clair, mais avec les médicaments, je suis comme une sérère maintenant. Je suis noire. Je ressemble à une sérère. Ça c'est l'effet des médicaments. Ouais, sinon, la prise de poids aussi. Des traitements innovants existent cependant pour réduire ces effets, mais ils sont peu accessibles. Beaucoup d'innovations sont notées dans tous les types de cancers. Pour le cancer, par exemple, du sang, dans les leucémies et les lymphomes, c'est des thérapies ciblées. C'est des innovations, c'est de l'immunothérapie. On vise la cellule cancéreuse pour éviter le maximum d'effets secondaires. Parce que la chimiothérapie, rappelez-vous, elle tue à la fois les cellules normales comme les cellules anormales. Et quand on cible la cellule cancéreuse, on épargne les cellules normales du corps. Et donc, on évite les effets secondaires. Et c'est ça que vise l'immunothérapie, que l'on utilise de plus en plus dans les cancers du sein, dans les cancers du sang, dans les cancers des organes solides, etc., etc., mais qui reste excessivement cher. Le véritable frein de ces traitements nouveaux, comme on appelle thérapie ciblée, nouvelle thérapie, c'est le coût excessivement élevé de ces
de ces molécules. Douleur, traitement à longue durée, prise en charge très coûteuse, le cancer demeure plus que jamais une préoccupation majeure de santé publique. Une bande verte à cheval entre 3 communes sur plusieurs kilomètres, c'est assez rare. Véritable poumon vert, même si elle n'est pas encore classée la plus grande forêt de Matam, a un énorme potentiel sur le plan environnemental et écotouristique. Ibrahima Pabiodou nous replonge dans cet espace naturel dans le nord du Sénégal, au cœur du Fouta, et qui rappelle sans nul doute le sud du Sénégal. Un couvert végétal à perte de vue. Nous ne sommes pas dans la verte Casamance, mais plutôt au cœur du Fouta. Une image très rare dans cette partie du Sénégal réputée désertique. Cette bande verte est l'unique poumon vert séparant les communes de Matam, Ogo et Ourossogui, mais à ce jour, elle est menacée de disparition. Pour vous permettre de mieux comprendre l'enjeu et l'urgence de sa préservation, suivez nos pas. À l'intérieur, des arbres pour la plupart, des gonaquiers qui offrent une vue exceptionnelle. Ils sont soigneusement submergés par les eaux profondes d'environ 1 mètre. C'est par là que respirent les communes de Matam, de Ogo et de Ourossogui. Nous sommes dans une zone très importante pour les 3 communes. C'est aussi un poumon vert. Je pourrais dire, on le qualifie presque comme la forêt classée de Mbao. Malheureusement, ce n'est pas une forêt encore classée. Si nous sommes dans une zone communautaire, c'est pourquoi on a quelques problèmes au niveau de sa gestion. Depuis très longtemps, le service des eaux et forêts travaille dans cette zone. Vous avez vu la Gonakéré, qui est tellement riche. C'est un ancien projet des eaux et forêts qui a beaucoup travaillé pour la préservation de cette zone. Donc il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer la sensibilisation, continuer à travailler avec les 3 communes pour sa préservation. La forêt, quand ça va disparaître, les vents de sable seront beaucoup plus accrus. Matam et Ourossogui seront beaucoup plus fatigués par le vent qui nous vient de l'Est. Donc le fait de préserver cette forêt-là empêche la poussière et les vents chauds d'agresser encore beaucoup plus violemment les 2 villes, surtout de Matam et de Ourossogui. Des agressions de toutes parts, cette bande verte en a connu. Le service forestier, qui s'est battu des années durant pour sa préservation, continue le combat, vu les différentes fonctions que cette forêt joue. À ces menaces s'ajoute la pression foncière, dont les conséquences sont désastreuses. D'où l'appel à l'endroit des autorités locales. On est en train de sensibiliser parce que ce n'est pas une zone classée qui est gérée directement par le service des eaux et forêts, c'est géré par les communes. Mais on est en train de discuter avec les communes pour qu'ils cessent les délibérations dans la zone, parce que si vous voyez au niveau des côtés, il y a des installations humaines, il y a des stations essence qui sont en train de s'installer. Du côté des populations, le plaidoyer reste le même. Les jeunes qui pratiquent quotidiennement le sport interpellent l'ensemble des acteurs pour préserver cette richesse. Si nous avons choisi ici comme le lieu adéquat ou même plus important, c'est parce qu'il y a les arbres. Il ne faut pas se tromper. Il y a les arbres qui courent en respirant de l'air pur. Donc, sécurisation de la forêt, sécurisation des arbres. Toubacouta a ses bolons, la région de Matam également, à travers cette forêt. À bord de cette embarcation, nous vous amenons dans les profondeurs de cette merveille pour vous permettre de mieux mesurer son atout sur le plan touristique. Le cadre est tout simplement paradisiaque. Un air pur et une fraîcheur accueillent les visiteurs. Ils peuvent contempler gratuitement cette belle merveille de bout en bout, le tout
dans un calme enviable où seuls les oiseaux offrent une sublime symphonie. Ce cadre unique au Fouta mérite dès lors d'être bien préservé. Les autorités municipales, de leur côté, expriment également leur volonté à mener ce combat. Il y a beaucoup de qualités. En un moment, moi-même, j'ai toujours pensé que c'était une forêt classée. Mais c'est en écoutant tout de suite le commandant que je me suis rendu compte qu'ils sont encore dans le processus d'en faire une forêt classée. Mais moi, avant, j'ai toujours pensé quand même que c'était une forêt, compte tenu même déjà vraiment de ce site qui est abondant, vraiment qui est verdoyant, qui fait plaisir de rester, de respirer et de vivre aussi. Il est bon de préciser que l'environnement est déjà une compétence qui est transférée aux collectivités territoriales. Un bon cadre de vie avec cette forêt, ça peut permettre vraiment de diminuer la chaleur, etc. Ça peut nous permettre vraiment de régénérer certaines espèces, animaux, etc., qui étaient presque disparus. En tout cas, la commune de Ourossogui est prête à apporter sa contribution. Pour une prise en charge rapide de cette problématique, le conseil départemental de Matam s'engage à apporter davantage ce combat afin de réunir tous les acteurs autour de l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que nous travaillons ensemble autour d'un plan d'action commun que le conseil départemental pourrait porter, qui va nous permettre, à travers ce plan d'action, de mener des actions d'abord de sensibilisation auprès donc, des populations donc, auprès aussi surtout des bergers qui ont l'habitude aussi d'utiliser cet espace-là, auprès aussi des agriculteurs qui, comme vous l'avez si bien dit, pendant la période de crue, ont tendance aussi souvent à couper des arbres pour en faire aussi des espaces, des espaces donc, maraîchers. Donc ça c'est important, mais aussi mener aussi des actions aussi de reboisement. Quoi qu'il en soit, les environnementalistes alertent. Cette forêt doit être protégée vu ses différentes fonctions. C'est une zone qui peut jouer plusieurs rôles, surtout pour l'écotourisme. Parce que c'est une zone, les ballons que vous avez vus, dans notre ballon ici, on peut bel et bien préserver cette zone pour le développement du tourisme dans la région de Matam. Un tour effectué dans cette forêt du jour jusqu'au coucher du soleil a permis donc de mesurer ses différents atouts. Faire de cette merveille une attraction touristique, c'est aussi une des ambitions exprimées par les différents acteurs. Les images du Fouta dont on ne se lasse pas avec justement ce dossier d'Ibrahima Pabidiédio. Sur un autre terrain, le dossier du jour s'intéresse au marché des transferts au sein du football sénégalais. Vous allez le voir, le mercato bat son plein avec beaucoup de mouvements au sein des clubs entre transferts et primes de signature, les transactions financières qui peuvent aller jusqu'à plus de 20 millions de francs CFA. Zoom donc sur justement tous ces mouvements au sein des clubs sénégalais avec Abdoulaziz Ban. Depuis le 26 août dernier, date de la fermeture de la saison, le mercato sénégalais a démarré, un mercato très agité. Exceptionnellement cette année, nous avons constaté un bouillonnement, un vrai bouillonnement de l'activité de transfert au niveau des joueurs. Et ça, c'est ce qui dénote véritablement d'un championnat qui sera d'un niveau très relevé. Véritablement, on est en train c'est un marché très dynamique, le marché de transfert au Sénégal. C'est un marché très dynamique parce que le championnat est devenu très attractif, ça vous le savez déjà. Le championnat est devenu encore plus populaire. Pour savoir comment se passe le mercato, nous avons fait un tour au niveau de quelques clubs. Si certains sont dans la continuité, d'autres ont opté pour une nouvelle méthode en termes de transfert. Nous avons quand même jugé en fait nécessaire de changer de paradigme en matière de recrutement. D'habitude, on recrutait de gauche à droite. Donc voilà, on entendait des noms par-ci par-là, on allait les prendre. Et c'est ainsi qu'on a quand même bâti en fait notre projet autour de l'intégration de nos talents. On a fait intégrer en fait 10 juniors, et tous ces jeunes qui ont été intégrés, il reste encore une année chez les juniors. On a aussi recruté des joueurs qui ont un vécu du championnat pour les accompagner. On a fait des recrutements conséquents quand même, parce que je pense qu'on a pris des joueurs d'expérience
Et quand je parle des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont vécu en Ligue 1 et qui ont vécu avec des différentes sélections nationales. Quand je parle d'expérience, ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à leur vécu. Et c'est des joueurs qu'on a recrutés et des joueurs qu'on a ciblés durant la dernière saison. Et je pense que c'est des joueurs qui peuvent beaucoup nous apporter pour la saison prochaine. Le Casa Sport a j'allais dire, anticipé ce mercato, hein, parce qu'il y avait l'impératif de la Coupe d'Afrique qui se profilait à l'horizon très vite dans la saison, au mois d'août déjà. Il fallait donc s'activer pour mettre en place une équipe que nous estimions et souhaitions compétitive pour la Coupe CAF. Mercato rime avec finance. Pour ces transferts, les clubs dépensent beaucoup d'argent avec toute une gymnastique. Entre transferts et primes de signature, certains clubs déboursent jusqu'à 20 millions de francs CFA pour le mercato. Chez d'autres, le projet est mis en avant pour attirer les joueurs. Nous mettons en avant, cette politique-là consiste à dire, si nous devons avoir un effectif de 30 joueurs, nous prenons 25 joueurs professionnels et nous laissons 5 places pour des stagiaires exclusivement issus de la petite catégorie du Casa Sport. Et pour eux, il s'agit tout simplement de leur proposer un premier contrat professionnel et de les mettre à disposition des entraîneurs. Il y a maintenant un troisième lot de joueurs, c'est la particularité également du Casa Sport, c'est de prospecter du côté de la sous-région. Jusque-là, nous avons réussi à attirer chez nous des joueurs issus de la Gambie, régulièrement, y compris cette année. Là aussi, c'est des joueurs que nous suivons pendant toute la saison sportive. Beaucoup de joueurs veulent venir à Guédiawaye FC, mais si tu veux de bons joueurs dans ce championnat, il faut beaucoup d'argent. Nous avons discuté avec ceux dont on a besoin pour les faire signer. Nous signons avec le joueur un contrat de 2 ans, il a sa prime de signature, il est bien payé, logé et nourri. Notre objectif est d'arriver à payer 2 millions à un joueur. Plus de 2 millions. Et tous les joueurs qui ont signé en fait à l'AS Pikine en fait ont perçu quand même une prime de signature assez conséquente. Le président a mis sur la table 20 millions pour quand même recruter des joueurs de qualité. Pour certains joueurs aussi, on a dédommagé leur club. Par exemple, on a pris un attaquant gambien, le meilleur buteur du championnat de Gambie, dans le cadre d'un prêt, mais c'est un prêt payant. Donc on a signé un protocole entre les deux clubs. Ils nous ont fixé un montant, on a discuté, on a convenu d'un montant qu'on leur a versé. Donc il y a eu des transactions financières. Mais pour l'essentiel, on a payé quand même des primes de signature au jour. Voilà. Les primes de signature, la fourchette? Bon, c'est des primes de signature qui varient entre 400 à 1 million. Voilà. Quand tu parles de bons joueurs, quand tu parles d'internationaux, il faut mettre le paquet pour pouvoir les recruter. Mais nous, notre philosophie, ce n'est pas de miser beaucoup, de miser trop sur les finances. Nous, notre philosophie, c'est d'abord le projet sportif qu'on présente aux joueurs et le langage qu'on a envers le joueur. C'est quelque chose qui a son importance, mais parce qu'on a recruté des joueurs où il y avait d'autres clubs qui étaient derrière et qui ont proposé plus. Mais les joueurs ont cru au projet du Jaraaf. C'est pour cela qu'ils sont venus signer avec nous. L'exemple le plus patent, c'est Emetendeng. Maintenant, il y a eu une rude bataille avec beaucoup de clubs, ça a été très difficile. C'est le marché du plus offrant, aussi bien à l'international qu'au plan local. Donc, le plus offrant, c'est vraiment du privé. C'est encore du domaine du privé. La Ligue n'intervient pas dans le domaine, dans le cadre justement des négociations financières. C'est entre le joueur et son dirigeant discuter maintenant des modalités qui peuvent tenir compte de l'aspect salarial, mais également de l'aspect d'un futur transfert. Tout ça fait partie d'un contrat à titre privé. Évidemment, la Ligue aura une copie pour vérifier que tous les termes ont été respectés. Après ces étapes, c'est la Ligue de football professionnelle qui se charge du reste. Un travail important y est fait surtout en termes d'homologation pour permettre aux clubs de disposer de leurs recrues. D'abord, vérifier les termes du contrat. Est-ce que les droits des joueurs ont été respectés? Est-ce que les modes de paiement ont été respectés? Est-ce que le salaire de base défini par le règlement a été respecté? Tout ça, est-ce que les conditions de forme également sont respectées? Et la Ligue, à ce niveau-là, si tout est OK, peut valider et homologuer le contrat qui donne après droit à la licence. Parce que au niveau de la fédération, il faut évidemment qu'on présente d'abord un contrat validé,
homologués qui donnent effet justement à une licence. Donc la Ligue a un œil véritablement sur les contrats qui sont homologués. La première fenêtre du mercato sénégalais va se poursuivre jusqu'à fin octobre, date de sa fermeture. D'ici là, les clubs continuent à animer le marché des transferts et à attirer le maximum de joueurs avant le début du championnat prévu le 21 octobre prochain. La politique de recrutement du club sénégalais en dossier signé Abdelaziz Ban. Il ne reste que quelques jours pour attirer les talents un peu partout au Sénégal. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 23h pour un autre journal.